dimanche à tous. Comme c'est désormais de convenance toutes les fins de mois depuis son arrivée à la primature, le Premier ministre, le Dr Joseph Dione Ngouté, a présidé la session du Conseil de cabinet du mois de mai cette semaine. Au terme de cette rencontre, le patron de l'immeuble Étoile a prescrit au ministre des Travaux publics de lui soumettre dans les délais les propositions en vue de la mise en place d'une unité de production du bitume et au ministre des Transports de veiller à la réalisation du plan de relance de Camerco. Ce dimanche, nous questionnons la pertinence et l'acuité de ces instructions du Premier ministre visiblement soucieux de réduire le coût des infrastructures routières au Cameroun et de sortir la compagnie nationale aérienne de sa zone de turbulence. C'est le premier sujet de débat de votre amphithéâtre dominical sur les antennes de la télévision du Monde ce dimanche. En deuxième sujet, nous allons essayer de comprendre la persistance d'actes crapuleux avec ces crimes par décapitation qui deviennent banals dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et qui, selon quelques exégètes, visent à saborder le dialogue annoncé lors de la récente visite par le Premier ministre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Quelle véritable offre politique pour un retour à la stabilité dans ces régions? C'est le deuxième sujet qui est inscrit à l'ordre du jour ce dimanche. Et en dernière dorsale, nous analyserons le rôle du politique dans un contexte au Cameroun qui reste marqué par la multiplication des zones chrysogènes, avec pour résultat une élongation opérationnelle. Le lien armée-nation est mis depuis peu à rude épreuve avec cette pression internationale et ses rapports aux allures de brûlot d'organismes non gouvernementaux. Quel est le rôle du politique en temps de crise? C'est le dernier sujet inscrit à l'ordre du jour ce dimanche dans le cadre de cet amphithéâtre dominical politiquement incorrect. Le code de conduite reste inchangé. Ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. À tout de suite. Voilà, les invités ont accepté d'être avec nous ce dimanche et nous leur disons déjà infiniment merci d'être venus et toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard observés à l'allumage de ce programme. Je décline donc le profil des invités ce dimanche. Je vais commencer par Abel Limbilobet. Bon dimanche et merci d'être venu. Vous êtes acteur politique, une coqueluche des médias, hein, c'est peu de le dire. Merci d'être venu ce dimanche. Merci de m'avoir invité et bonjour à vous-même, à tous ceux que vous avez choisi pour meubler ce travail d'aujourd'hui et à vos très nombreux téléspectateurs. J'ose croire que ce programme qui est particulièrement suivi va nous permettre de modifier la compréhension de nombreux compatriotes que je considère comme dans une espèce de tourmente organisée par des discours trop nombreux, très très nombreux même, qui vont dans tous les sens et qui compliquent davantage la situation du pays. Merci Abel Limbilobet. Juste à côté de vous, on a Charles Élizanzan. Il est mandaté par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir ce dimanche. Charles, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. C'est le RDPC qui est honoré d'être ici à cet amphithéâtre dominical pour essayer d'apporter sa contribution à la réflexion des grands sujets qui minent notre société. Juste à proximité de vous, mon cher Charles, l'on a le docteur Isaac Essamé, il est politologue. Docteur, merci d'être venu ce dimanche. Bonjour et bon dimanche à tous. Je vous remercie pour cette invitation. Autre invité de calibre ce dimanche dans le cadre de cette édition de Politiquement Incorrect, il s'agit du Pondol Jean-Marc Ngos. Il est le président du PEA 48, le parti d'Esprit d'Avril 48. Il est avec nous ce dimanche. Pondol, bon dimanche et merci d'être venu.
Merci. Bon dimanche à vous, monsieur Yves Sanjo. Bon dimanche à mes copanélistes et à leurs familles respectives. Bon dimanche à toutes les mamans du Cameroun, à qui je souhaite une très bonne fête des mères, avec une pensée comme ça, assez émue pour ma défunte mère. Et merci de m'avoir fait l'amitié et l'honneur de me convier à cette émission qui, je l'espère, me verra être à la hauteur des attentes de nos nombreux compatriotes. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté d'être avec nous ce dimanche. Je rappelle que juste à proximité de vous, Pandol, on devrait avoir dans les minutes qui suivent le docteur Jean-Gilbert Baola, qui est le président des partis républicains et qui nous a d'ailleurs rapidement rejoint et qui va s'installer juste à proximité de vous. Mais on va rapidement prendre la première thématique de cette émission ce dimanche, en rappelant aux téléspectateurs que comme tous les dimanches, cette émission admettra de nouveau l'interactivité. Vos réactions pourront donc être recueillies uniquement par SMS au 695 38 79 46, au 695 38 79 46. Abel Elimbi-Loubet, l'actualité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun reste marquée visiblement par une multiplication d'actes crapuleux. On a identifié quelques décès par décapitation. Il s'agit d'une pratique qui tend visiblement à se banaliser dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Êtes-vous d'avis avec ceux qui pensent qu'il s'agit là des manœuvres pernicieuses pour s'aborder le dialogue annoncé par le Premier ministre? Oui, ça peut être ça. Je ne pense pas qu'il y ait un centre d'intelligence quelque part qui aurait demandé à tous ces bandits qui les commandent et qui leur dit d'exécuter des enfants, de commettre des crimes crapuleux de cette sorte. Parce que s'il y a un tel centre d'intelligence, ce centre d'intelligence n'en serait véritablement pas un, dans la mesure où des gens sensés ne peuvent pas s'asseoir et imaginer que ce type de pratique pourrait crédibiliser leur lutte, tant soit peu qu'ils peuvent se considérer comme des gens qui luttent. Mais je considère que ce sont des dérives inhérentes à une situation de crise de cette nature. Partout où il y a des forces politiques qui s'arment et qui déclenchent des guerres civiles, eh bien, ces guerres civiles ont toujours des dérapages. Parce que ces gens qui ont pris les armes, et comme on l'a toujours vu partout ailleurs, partout, on l'a vu en Inde, on l'a vu en Irlande du Nord, on l'a vu en Angola, on l'a vu partout où il y a des guerres civiles, vous allez avoir l'émergence des groupes incontrôlés qui n'ont rien à voir dans le problème politique posé, mais qui se saisissent du conflit comme une opportunité pour faire de la grande criminalité, gagner de l'argent. Il y a même des économies de guerre, c'est-à-dire des gens qui gagnent beaucoup d'argent lorsqu'il y a une guerre. Toutes ces immoralités-là, les gens qui ont décidé de déclencher la guerre civile ici au Cameroun au prétexte qu'ils veulent obtenir, tant certains la bonne gouvernance, d'autres le séparatisme, savaient, parce que je considère que tous ces gens sont intelligents, ils savaient qu'ils étaient en train de créer une situation qui évoluera de la sorte. Donc, s'il y a des gens qui sont étonnés, ce n'est premièrement pas les sécessionnistes. Ils sont en train de faire ce qu'ils ont prévu de faire. Et s'il y a encore des gens qui ne devraient pas s'étonner, c'est les acteurs politiques. Tant soit peu qu'ils sont censés et connaissent l'histoire, tous les acteurs politiques de ce pays devraient savoir que si on encourage l'existence d'un groupe sécessionniste en lui trouvant des arguments pour légitimer cette dérive, eh bien, on va avoir affaire à des dérives de cette sorte qui auront pour but d'essayer de faire la guerre de communication en faisant croire que c'est les forces régulières du pays dont la mission est de faire taire les armes qui sont responsables. Charles Élie Zanzan, cette semaine, la presse indiquait que finalement, hormis les irréductibles,
Les Camerounais ont accueilli également avec joie l'euphorie des populations du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun suite à la mission du Premier ministre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui se voulait porteur puisqu'il se faisait l'écho de l'annonce par le président de la République de la relance du fameux dialogue. La recrudescence d'actes de violence dans ces régions aujourd'hui vous interpelle? Oui, mais effectivement, ça nous interpelle puisque il faut d'abord dire que le Premier ministre était porteur d'un message qui a surpris tout le monde, main tendue du président de la République pour causer, pour dialoguer. Et il y a aussi la gestuelle avec laquelle le Premier ministre est arrivé sur le terrain, qui a fait en sorte qu'il y a eu une adhésion populaire massive, où on a vu, par exemple, les chefs des deux rives du Mungu, le Béni. Vous savez que dans ces zones-là, le pouvoir ancestral est très ancré, est très fort. Donc, il y a donc une communion entre la puissance publique de l'État, les forces ancestrales et les populations. Pourquoi la recrudescence? C'est parce que certains estiment que ce n'est pas le moment de faire la paix, parce que, comme l'a dit Abel tout à l'heure, d'autres ont d'autres agendas, les personnes ont d'autres agendas cachés. Pourquoi c'est à ce moment-là qu'un enseignant est décapité? Pourquoi c'est à ce moment-là qu'un enfant de 4 mois est tué? Pourquoi c'est à ce moment-là qu'il y a une accusation aussi gravissime envers nos forces de défense et de sécurité et qu'on se retrouve en train de mettre en déroute complètement la communication? Parce que vous savez, le ministre de la Communication est sorti, il a parlé, et certains estiment qu'il a menti. Donc, dans tout ce imbroglio, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres objectifs qui sont poursuivis, mais nous, au RDPC, nous continuons à en croire à la sincérité de celui qui dirige ce pays et nous sommes résolument tournés vers la résolution pacifique de ce conflit. Et résolution pacifique, il y aura. Ce qui se passe là, c'est la recrudescence de certains bandits, de certains groupes qui ne veulent pas que le dialogue se fasse. On peut minimiser l'impact psychologique recherché par de telles pratiques. Non, le Cameroun est victime de qui subit pour la première fois ce type de conflit. Je n'ai pas envie de minimiser parce qu'un mort de trop, c'est un mort de trop. Un enseignant qui meurt de cette manière-là, c'est très grave, c'est traumatisant. Un enfant de 4 mois dont on trouve les douilles des balles à côté de son cadavre, c'est ahurissant. Et c'est justement ce cliché-là que ceux qui sont en face, ceux qui ont besoin de vivre selon cette guerre veulent nous faire comprendre. Ils veulent nous faire avaler ce chemin, disons ce chemin macabre. Or, dans notre vécu quotidien, nous ne connaissons pas ce genre de choses. Il faut donc que la communication passe. Et dans le sujet qui suivra, quand on parlera du rôle des politiques, vous voyez donc que nous aussi, nous ne jouons pas un rôle clé dedans. Nous, les hommes politiques, je devrais plus. Mais pour cette histoire, c'est que certaines personnes estiment que c'est très tôt de passer au dialogue. Ces mêmes personnes qui avant estimaient que 3 ans de trop dans ce conflit, ça a déjà fait trop de morts. Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui à s'asseoir maintenant sur la table de négociation et parler, ou alors ne pas le faire? C'est ça toute la question. Je rappelle au niveau de la réalisation qu'on a pris la deuxième thématique compte tenu de l'actualité brûlante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'est donc la deuxième thématique qu'on a d'abord pris ce dimanche. Je vais demander au docteur Isaac Issamé de revenir un tout petit peu sur la communication autour de cette crise. Certains parlent d'une communication à la limite tatillonne, certains estime qu'elle est confuse, la communication gouvernementale. Cette semaine, la presse évoquait encore des approches antinomiques avec les sorties du MINET et les sorties du Premier ministre sur la question de ce fameux dialogue-là. La communication est suffisamment claire à votre avis sur cette question? La communication est là. Dès qu'on voit les acteurs se mouvoir sur le terrain, on a vu le déplacement du Premier ministre. Il est allé au nord-ouest, il est revenu au sud-ouest, il a rencontré des personnalités, même si jusqu'ici, il n'a pas peut-être rencontré les acteurs qu'on pourra appeler majeurs, entre guillemets, parce que ce sont ceux-là qui sont même au cœur de ce conflit. On peut penser qu'il serait stratégique de les exclure, sauf que ce sont eux qui font la guerre, ce ne sont pas les autres. Autrement dit, ce sont les sécessionnistes qui sont en train de faire la guerre. Les autres acteurs politiques qui sont autour
il y en a qui ont leur ou des agents de conquête de pouvoir. Il y a d'autres qui condamnent ces types d'actions-là, mais sans trop aller plus loin que cela. Maintenant, le ministre de l'administration territoriale, lui, il est allé sur les antennes de France 24, indiquer que le fédéralisme ne sera pas mis sur la table. Bon, mais quand le Premier ministre a parlé et que le ministre de l'administration territoriale indique, ce n'est pas, me semble-t-il, le ministre de l'administration territoriale qui a été envoyé par le chef de l'État pour annoncer le dialogue. Donc celui qu'on doit écouter ici, c'est bel et bien le Premier ministre. Mais les sorties des autres membres du gouvernement peuvent créer la confusion, comme le dit tout à l'heure, et développer même une sorte de radicalisme de la part des autres. Parce que lorsque le Premier ministre fait son annonce, il y en a qui pensent qu'effectivement il y aura un débat. Et le débat ne va pas mettre du côté le fédéralisme. Mais il a été indiqué clairement qu'on ne parlera pas de sécession. Ça ne fera pas partie de la communication au moment du dialogue. Cette attitude du ministre a quand même un peu, je veux dire, contribué à élever quelques tensions de l'autre côté, parce que ça, on ne peut pas le nier. Donc, je pense que de manière cohérente, il est souvent bon que lorsque le chef de l'État donne une instruction et que on a identifié clairement ceux qui sont chargés de mettre en exécution cette instruction-là, qu'il n'y ait pas un cafouillage, parce que le cafouillage crée le désordre. Docteur Jean-Gilbert Banla, bon dimanche et merci d'être venu. Vous êtes quasiment le dernier à nous avoir rejoint dans le cadre de cette émission ce dimanche. Jean-Gilbert, ce qu'on observe aujourd'hui, après l'annonce qui a été faite par le Premier ministre, je pense qu'il y a un agenda caché. Est-ce que cette cacophonie, entre guillemets, observée autour de la communication, ne traduit pas finalement que le président de la République lui-même doit s'impliquer dans cette affaire? Je voulais tout de go dire que je ne sais pas par définition si on peut implémenter la politique d'un pays à travers les us de communication. Je crois que la communication accompagne les politiques usuelles. Et il y a un problème ici, c'est qu'il faut redéfinir le point de débat. Qui est l'ennemi de la République? Qui est sécessionniste? Je suis très ahuri de savoir que les gens animent un débat qui prête à de la fémania, comme on dit, du banditisme au quartier. L'interlocuteur, c'est qui? Depuis que cette imposture s'est installée à l'est, dans le Grand Septentrion, nous parlons de nord-ouest, sud-ouest, on ne définit pas qui est l'acteur principal. Le débat, c'est face à qui? Est-ce que le gouvernement du renouveau en place a pu identifier? Non. Pourquoi? Parce que le successeur de l'actuel ministre, qui est un marron, je prends ça sur mon dos. Vous savez, je dis des choses qui sont acceptables plus tard. Moi, par définition, quand je regarde quelqu'un, je veux savoir d'où il sort, qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi il arrive dans le gouvernement. Le ministre Dion, je ne sais pas s'il s'appelle Dion Dian, je ne me bêtise pas bien, arrive aux affaires par un pseudo-système d'information. Le directeur du cabinet actuel, il est préfet à Tchang, met en place un système d'information et dit il y a une déstabilisation permanente entre Fongo Tongo, les Bialem et le reste. Donc ça veut dire qu'en tant que le représentant du MINAT fait des conclusions et prédestine cela au MINAT. Et le MINAT en fait peut-être son pactole pour adresser cela au chef de l'État ou bien pour faire son one-man show comme on le dit. Pourquoi c'est lui qu'on a choisi comme directeur du cabinet? D'abord ça c'est la question, parce que moi j'ai des griefs contre lui. J'ai des preuves que ce monsieur a manipulé. J'ai été reçu par
la grande chefferie de l'Ouest. Je garde encore mon rapport. J'ai prédestiné ce rapport au chef de l'État pour démontrer que certains collaborateurs du chef de l'État, pas tous, et certains Camerounais pensent que nous sommes dans un pays des bandits, où les gens manipulent des informations. J'étais, avant le Premier ministre Aboya, j'ai rencontré moi les sécessionnistes. Lui, il n'a pas dit ça, pas rencontré. La seule chose, c'est que votre média n'en a pas fait un répertoire. Ça, je vous en remercie. Vous savez, c'est aussi ça le Cameroun. Alors, vous estimez que les Camerounais vont se mettre au boulot, comme nous sommes ici, des petits malins qui se baladent avec des adresses conflictuelles de l'administration, nommées par des décrets, vont manipuler. Pourquoi le Premier ministre descend après que je sois parti à Lébialem, à Tfongo Tungo? Parce que je suis allé percer l'abcès. Et j'ai mis mon système d'information en tant que président du parti politique 6 mois, 7 mois avant pour savoir est-ce que ce qu'on nous dit, qui est l'ennemi, il faut l'identifier. Si l'État ne peut pas l'identifier, ça veut dire que soit l'État devient complice, soit l'État a un autre programme caché. Parce que je ne veux pas qu'on dise toujours que c'est les autres. L'État, c'est nous tous. Et dans ce cas, il est clair que l'actuel ministre, c'est-à-dire, est venu jouer son rôle. Dian ou Dion, je ne sais pas, je vous rappelle que j'ai rencontré le chef de Ndian de son propre village il y a 1 an et demi. J'ai des preuves matérielles que j'ai reçues ici chez moi à Bonabiso. J'ai rencontré un certain nombre de fonds, c'est-à-dire ceux qui sont même du pactole collectif de la grande chefferie. Il y a des choses qui ont été dites, qui ne croient pas que nous ne sommes pas... Et subitement, un matin, sa maison se brûle, il est programmé comme Premier ministre, le Minat l'accompagne dans cette roublardise, et à un moment, il se fait, il va dire des choses. Alors, dans ce gouvernement, on parle de discipline gouvernementale, c'est terminé. Apparemment, quand on communique, le ministre veut communiquer dans le RDPC, il demande d'abord l'autorisation de sa hiérarchie. C'est terminé. Alors, comment est-ce que la France, parce que ce média qui accorde l'audience disons, au niveau je vous l'ai dit, du bico français, le ministre Atanganji, au ministre Atanganji, je vous l'ai dit, pardon, est quelqu'un qui vit des représailles. Je voulais dire bonjour à mon ami Alain Foucault, parce que je sais de quoi je parle. Parce que, rappelez-vous bien, le ministre Atanganji a communiqué à l'époque où Mbembo était ministre délégué plutôt de la DGSN. Vous comprenez? Et c'est à travers les micros de bureau qu'il a communiqué avec un certain Kibou, qui est journaliste comme vous. D'accord? Qui est dans sa concession de communication avec votre député Mandiou. Parce que c'est dit bandit. Quand je parle... non, allez-y. Je ne veux pas vous interrompre. Simplement, j'essaie de faire un recadrage. Je pense ça sur mon dos. Oui. D'accord? Comme d'habitude, je pense sur mon dos. Faites vos séances. Moi, je suis dans la vérité. Alors, donc, ces gens qui ont communiqué, et à l'époque, ils reprochaient cette France pour dire non, la France est en train de préparer les coups contre le système de billard. C'était dans les bureaux de la DGSN. Donc pour vous, il y a un agenda. Alors, il y a un agenda caché. Si le ministre Atanganji veut devenir Premier ministre, qui n'utilise pas ses frères. Très bien. Parce que, chuter par là. Rappelez-vous que les tracts qui se sont passés au nord, c'est Atanganji qui ramène l'information au sein de la grande famille de l'information pour dire, ces gens qu'on a enlevés, ils sont de telle société, on peut les retrouver. Depuis qu'Atanganji est entré dans le gouvernement, c'est le gouvernement de la rue. Tout le monde fait ce qu'il veut. Et chacun pense. Donc, la balade à la salade verte, j'avais prévu dans d'autres médias, j'avais dit, le Premier ministre n'a aucune capacité de conciliation. Nous sommes dans un débat d'approche. Oui. Les anglophones et les francophones ont un problème. La mesure de ce qu'on appelle la protection des intérêts citoyens. Oui. On veut l'université à Boya, on veut l'hôpital, on veut un centre éducatif. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas question ici de nous dire, voilà, il y a un agenda qui est prospéré, qui est prospéré à travers les unités. Je vous dis souvent, l'international, il y a les Américains, il n'y a personne. Moi, je suis très proche des Américains, je suis très proche des Russes, je suis très proche des Français. Donc, que les gens ne racontent pas des histoires pour mêler la diplomatie à l'intérieur. On peut aller.
Pourquoi quand je parle, vous voulez tuer? Non, mais je ne veux pas vous interrompre, sinon on va faire un débat. Non, vous avez compris tout à l'heure. Entre J'ai vous et essayé de moi. parler, vous l'avez pas compris. Non, mais Monsieur Limina va faire Je suis en 5 train de chuter. Il n'a pas allé chuter. Je suis en train de chuter, il me suit derrière tout de suite. Il n'a pas eu le D'accord, temps de parler. j'ai l'impression que je vous m'infile. Non, au contraire. D'accord, Au contraire. d'accord. Si vous C'est à la avez mesure de cité, mon plateau. ils ont le temps de... Oui, allez-y. Voilà, donc, Chuter rapidement. voilà, donc je voulais chuter pour dire qu'il est question ici de remettre les pendules à l'heure. Remettre les pendules à l'heure, c'est quoi? C'est que le débat est fortement sollicité par les citoyens. Ensemble, ça veut dire que les problèmes qu'on peut trouver en Vomaka, on peut les trouver du côté du nord-ouest ou du sud-ouest. Que les gens cessent de nous faire croire. Et que aujourd'hui, ce que moi je demande prestamment au président de la République en tant qu'entité exécutive, c'est de mettre tous ces gens à la place publique. Il y a les prisons qui sont là, qui nous remettent tout l'argent. On sait là où c'est parti. Ils nous ont détourné plein de trucs. Et ils sont dans la foncière, qui ne nous embêtent pas. Pourquoi leur réunion, c'est quoi? La ténacité, c'est que si Paul Biya quitte aux affaires, ou bien Dieu le rappelle, ça les arrange. Ils vont venir encore nous donner les feux, la grande gueule. Et je dis, le débat n'est pas à ce niveau. J'ai suivi quelqu'un dit tout à l'heure les histoires de bébé. Vraiment, excusez-moi. Le même jour où le bébé là est mort, il y a plein de morts. Il y a des gens qui sont morts, qui ont été agressés dans d'autres régions. Personne n'en a parlé. 2 enfants sont morts quelque part, très à côté de Mouyouka ou de, je sais pas, de Votowoum. Personne n'en a parlé. Les médias ont fait taire ce problème. On a parlé du professeur. Il y a beaucoup de professeurs qui sont morts le même jour. Je ne dis pas que la mort est peut-être. Voilà, je dis qu'il y a beaucoup de professeurs, entre autres le professeur Belinga Eboutou. Voilà. Pendant Jean-Marc Ngos, merci d'être venu ce dimanche. Et avec vous, on va boucler la première phase d'échange dans le cadre de cette émission. Sur la question de ce dialogue, je voudrais qu'on avance très, très clairement. Y a-t-il un agenda caché? Vous, au niveau du PEA 48, vous avez parlé d'une reformulation de l'État, la fameuse kamacratie. C'est un peu le nouveau concept que vous souhaitez appliquer au Cameroun. Sur la question de la crise anglophone, même, solution. Ben déjà, merci une fois de plus de me repasser la parole, M. Yves Sanjo. Je dois dire que mon sentiment ici est assez mitigé. Mitigé en ce sens que nous avons vu le Premier ministre faire une descente de terrain. C'est vrai que je suis souvent mal à l'aise quand il m'est donné de commenter ce que le régime actuel fait ou ne fait pas. Mais l'exercice me l'obligeant. Je dis donc, on a vu le Premier ministre sur le terrain. Quelques jours plus tard, on voit le ministre de l'administration territoriale qui n'est pas le porte-parole du gouvernement en France. Un média étranger. Je suis d'autant plus embêté que quelques semaines avant, on a vu les pro-régimes, les caciques du régime, s'offusquer, dénoncer une sorte de cabale, une sorte d'ingérence sur les affaires du Cameroun. Je me serais attendu que pour une communication, fût-elle inappropriée, de la part du régime, parce que j'estime que quand le ministre de l'administration territoriale intervient sur les antennes de France 24, c'est au nom du gouvernement camerounais, je me serais attendu qu'il le fasse au sein du média national de la CRTV. Ça aurait eu tout son sens, mais hélas, ça n'a pas été le cas. Ça c'est bien, je dois le relever. Secundo, le Premier ministre arrive au sud-ouest, il est bras dessus, bras dessous avec les chefs traditionnels du sud-ouest, à la tête desquels le Fonds Mokete, qui est une haute autorité traditionnelle, non des moindres. Je dois adresser mes sincères condoléances et dire toute ma profonde compassion ici à l'enfant, à la famille de ce nouveau-né. Bébé, quel que soit ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas les éléments probants ici pour savoir ce qui s'est réellement passé, est-ce qu'il a été poignardé, est-ce qu'il a été égorgé, est-ce que c'est une instrumentalisation? Je mets un peu de grains, je mets des réserves parce qu'on a vu, dans le cadre de la crise ivoirienne, le fameux massacre d'Abobo, c'était tout un scénario, on a jeté les femmes au sol, on leur a versé du mercurochrome, et puis après on leur a dit, levez-vous, quand on a fini de filmer, ils ont cru que la caméra était en off et ça tournait. On les a vus se relever. Je me rappelle de ça pendant la crise ivoirienne. Donc du coup, je fais très attention, je me méfie de la communication en temps de crise. Alors, je dis donc, j'ai été d'autant plus perturbé qu'après le décès de cet enfant, une autorité traditionnelle comme Chief Mokete
jette de l'huile sur le feu en stigmatisant de facto l'armée. Parce que l'information que j'ai, là où je vous parle, c'est qu'il a tiré sur l'armée, il s'est offusqué du fait que l'armée aime tirer sur cet enfant. Je pense que quand on cherche la paix, il faut savoir parfois raison garder, c'est-à-dire faire contre mauvaise cœur, bonne fortune. La vie des Camerounais est précieuse, les Camerounais agonisent. Ils peuvent mettre la marmite au feu. Ils mettent la marmite au feu une fois tous les 6 jours. Ils n'arrivent pas à se soigner décemment. Les gens aujourd'hui sont dans les forêts. Ça fait un peu trop. Et vous avez des gens qui se prélassent au soleil, qui roulent carrosse, qui narguent même le peuple à la limite. Je dis à un moment donné, il faut qu'on mette des gants. Maintenant, on a affaire, comme je l'ai toujours dit, à une sorte de guerre asymétrique. Parce que dans une guerre asymétrique, vous ne définissez pas clairement les acteurs. Dans une guerre conventionnelle, on sait que l'armée de Jean Magros est face à l'armée de M. Yves Sanjo. Les acteurs sont connus. Mais dans une guerre asymétrique, vous êtes en train de boire la bouillie, c'est la vendeuse de bouillie même qui est l'ennemi. Elle tire sur vous. Parce que vous ne connaissez pas qui est l'ennemi. Donc à partir de ce moment, tout peut arriver. Et je crois, je pense fermement qu'il y a des gens qui gagnent à ce que le statu quo soit maintenu, que le Cameroun soit déstabilisé. Mais ceux qui étaient au premier rang, c'est-à-dire que ceux vers qui tout le monde pointait le doigt, je parle, quand je dis tout le monde, je me réfère au régime actuel, ils disaient non, les Américains, Thibon Nagui a dit que, je me suis réjoui du fait que voilà, récemment, au Congrès, M. Thibon Nagui, qui est le chargé des affaires africaines auprès du président Trump, a dit très clairement, la sécession au Cameroun en l'état est une utopie. Ce n'est pas possible. Je crois que le gouvernement devrait pousser un souffle et se dire, ben voilà, on a encore du crédit, on a encore une certaine grâce qu'on doit capitaliser pour pacifier le pays. Pour capitaliser. Et maintenant, oui, président, je vais chuter. Je vous relance sur la capitalisation. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je voudrais qu'on avance sur cette question anglophone. C'était une relance, c'était une censure. Qu'est-ce qu'on fait concrètement, président, pour véritablement pacifier ces régions? Parce qu'en réalité, on parle du scénario d'un dialogue inclusif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde dit dialogue. Ben, qu'est-ce qu'on met dans le dialogue? Il faut déjà comprendre la problématique de la crise anglophone. Elle n'est pas corporatiste. C'est parce que les gens ont faim. Si c'était une affaire corporatiste, si c'était un problème matériel, on ne les verrait pas brûler des camions de la brasserie. Et ces gars ils sont à un degré que je ne peux pas expliquer. Moi, si je suis rebelle, je tombe sur le camion de la brasserie, je garde le casier en brousse, je vends ça un à un. Mais les gars versent le feu dessus. Ils prennent un camion de riz, de machin, ils mettent le feu. Ils prennent des VX. Ils ne se réjouissent pas de dire, bon, on travaille sur le gérant, on vend ça. Ils mettent le feu dessus. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Qu'on ne fasse pas croire que c'est une histoire d'argent. Non. Et je crois que même dans les enlèvements, quand ils enlèvent une personnalité, ils disent, oh, on me demande une rançon, machin. Je crois qu'ils sont dans une stratégie qui consiste à diffuser stratégiquement leur idéologie. Parce que les 3-4 jours qu'on passe avec eux, je crois qu'ils vous inculquent un certain virus. Et quand vous revenez, vous êtes déjà pro-sécession. Est-ce que le dialogue annoncé est dans l'impasse? Maintenant, je dis qu'il me plaise, et j'aurais dû commencer par là, de remercier déjà le chef de l'État, parce qu'il me souvient qu'il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo qui a été assez virale sur les réseaux sociaux. Je me suis mis à genoux, parce que j'estime que le chef de l'État est le représentant de Dieu sur terre. Parce que je dis, chaque chef, chaque peuple, en son chef, le chef n'est pas Dieu, attention, je dis bien le représentant, parce que quand Dieu vous confie ses créatures, on est tous des créatures de Dieu, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Et je crois donc que quand Dieu vous a confié son peuple, à un moment donné, vous êtes son ambassadeur. Parce que s'il arrive au Cameroun, le premier avec qui il va aller s'asseoir pour demander des comptes, c'est le chef de l'État. Quand il va aller aux États-Unis, il va s'asseoir avec Trump, et ainsi de suite. Alors, pour ça, je lui ai fait un rappel en lui disant, vous avez parlé à la tribune des Nations Unies, vous avez dit il faut mendier la paix. C'est l'occasion, Edouard, de vous rappeler que vous avez à mendier la paix. Vous êtes en train d'aller à la fin de votre magistère. Vous êtes au crépuscule de votre vie, c'est un secret de Polichinelle. Et je lui ai demandé de régler par ailleurs la crise de l'affaire de la MIDA, remettre l'argent des souscripteurs. Bon, vous avez dit, vous les avez préservés d'une escroquerie, remettez-moi l'argent des souscripteurs. Tout ça a connu des suites, j'ai envie de dire positives. Je dis merci au chef de l'État.
Parce que c'est aussi ça la capacité d'écoute. Alors quand il envoie donc le Premier ministre sur le terrain, c'est pour aller jauger. Et moi donc, pour avoir été sur le terrain le 6 octobre 1997, vous avez d'ailleurs vu la vidéo sur les réseaux sociaux, j'ai reçu ce qu'on appelle en anglais le Chieftaincy Title. C'est un chapeau de dignitaire au quartier Old Town, le fief le plus frondeur de Bamenda. J'ai fait le tour de Bamenda, drapeau vert ou jaune à la main. On dit, mais vous êtes courageux, vous entrez Nord-Ouest, vous nous dites ça. Et la crise était, elle battait son plein. Je leur ai dit non, vous êtes en train d'être instrumentalisés par des gens qui roulent carrosse en Occident. Les enfants se pavoisent au soleil, sont bien éduqués, vous êtes en brousse. On vous demande de faire le ghost town tous les jours. Eh bien, soit. Mais quand votre épouse, votre soeur, votre mère va tomber malade, l'hôpital ne vous dira pas c'est le ghost town, ne payez pas. Vous avez des charges. Alors soyez sages. Stop being sacrificial lambs. Je leur ai dit ne soyez pas des moutons de sacrifice. À la solde de l'ennemi, de forces exogènes tapis dans l'ombre. Ils m'ont dit voilà le chapeau qu'on vous remet. Allez dire à Douala que vous avez vu les fils de Bamenda. Qu'on vous a écouté. Ils ont adhéré à la vision que je portais, qui est celle d'implémenter des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Vous demandiez la solution, oui. C'est ça le nœud du problème. Je dis que le chef de l'État dise demain matin, dès cet instant au Cameroun, nous instaurons la vice-présidence de la République. Ils nomment un anglophone vice-président. Et qu'au Parlement, dans les deux chambres, on légifère pour que dorénavant, on retouche la loi fondamentale pour que le vice-président soit le successeur constitutionnel. Monsieur Sandjo, vous le faites, vous avez déjà réglé cette crise à 70%. Très bien. Parce qu'ils veulent avoir la garantie qu'ils peuvent présider demain au destiné de la nation. Si ça, je ne dis pas voilà le nœud du problème. Abel Elimbi Loubet, avançons rapidement sur les solutions à apporter. Tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on avance sur le débat. C'est un problème qui peut avoir une dimension historique. Si on refait l'histoire, il va falloir toute une émission. Et le volet socio-économique, tout à l'heure, on parlait de réforme. Le président de la République a reçu forcément le rapport du Premier ministre. Et c'est lui qui, en dernier recours, devrait donc apporter la solution politique qui est d'ailleurs souhaitée par les partenaires stratégiques du Cameroun. Une solution politique peut sortir de cette crise et peut ramener la stabilité dans ces régions-là. Et quelle solution véritable? Selon que vous serez de telle ou telle obédience politique, vous pourrez avoir une approche de solution qui vous est spécifique et donc qui est différente de celle des autres. C'est peut-être en ce sens qu'un débat ou un dialogue, on peut le comprendre. Mais toujours est-il que la question que certains ont posée reste pertinente. On dialogue là avec qui? Que ceux qui connaissent donc les sécessionnistes, pour les avoir rencontrés, qu'ils donnent leurs adresses, comme ça on va les appeler, on va dialoguer. Mais je ne crois pas au bien fondé de toutes ces approches-là. Je pense premièrement que la communication gouvernementale n'est pas désordonnée. Monsieur le Premier ministre a dit des choses. Monsieur Atangandji qui était dans sa délégation. Et qu'il faut rappeler que M. Atangandji vient du Conseil de sécurité du Cameroun, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est un organe qui est entre le renseignement général et le gouvernement, qui est donc un organe d'information, où les gens à ce niveau de responsabilité savent assez précisément quelles sont les orientations de l'État. Le Conseil permanent de sécurité, qui est un organe inconnu du grand public, mais qui existe et qui a ses fonctions. Et que ce soit lui qui soit ministre de l'administration territoriale dans cette situation de crise, il faut bien comprendre que ce n'est pas fortuit. Ensuite, que ce soit lui qui revienne ajouter quelque chose à ce que le Premier ministre n'a pas dit, au lieu que ce soit perçu comme une contradiction, je perçois cela comme une complémentarité. D'autant plus que d'autres choses avaient déjà été dites avant. Le président de la République, dans son discours du 31 décembre 2017, nous étions déjà dans la crise et tout le monde parlait. Il y en a qui voulaient organiser la anglophone conférence et patati et patata. Il a dit, le dialogue, je le précise bien, a toujours été et restera toujours pour moi la voie privilégiée de résolution des problèmes. Pour autant le dialogue
s'inscrivent strictement. Les mots du président sont bien choisis pour dire quelque chose. Qu'ils s'inscrivent strictement dans le cadre de la légalité républicaine. Ça veut dire qu'un dialogue ne se fera pas en dehors des cadres déjà prévus. Il y a des cadres dans une république où le dialogue peut se faire. Et quand il y a un cadre, cela veut dire que les hommes qui participent sont définis, ont des qualités définies par le cadre. N'importe qui ne va pas se lever parce qu'on bavarde trop les dimanches à la radio, on est tous les experts qui sont sur les plateaux télévision tous les dimanches, qu'ils ne croient pas qu'ils viendront au dialogue, si dialogue il y a. Et comme le président dit, le cadre de la légalité républicaine, il faut que ceux qui parlent comprennent que il y a des lois, au moins 2, qui définissent les associations et les missions qu'elles ne peuvent pas avoir. La loi sur les associations et la loi sur les partis politiques interdit la remise en cause de la forme de l'État. Donc quand le président vous parle du cadre légal, il est en train de vous dire que tout ne peut pas se discuter. C'est-à-dire, les choses qui enfreignent la loi ne peuvent pas se discuter. C'est ce qu'il dit. Et il est aussi en train de dire que la discussion n'aura pas lieu n'importe où. Quel est le cadre légal et républicain où le peuple camerounais débat? C'est le Parlement. D'où l'idée que les gens qui disent qu'il ne faut pas avoir d'élection créent les conditions justement pour qu'il n'y ait pas de débat. Parce que ce ne sont pas les députés actuels qui peuvent s'asseoir seuls pour en discuter. S'il faut en discuter, il aurait fallu qu'on organisât d'abord les élections législatives, que les gens aient qualité. Sinon, on se retrouve dans le désordre qu'on a eu en 72 à Fumban et que n'importe qui peut aujourd'hui remettre en cause parce qu'on considère, ceux qui aiment réviser l'histoire, considèrent que ceux qui avaient discuté des affaires du Cameroun en 72, même d'ailleurs en 61, dans les accords de Fumban, n'avaient pas qualité. On ne va pas revenir là-dessus. Il faut que ceux qui discutent aient qualité. Et que s'ils prennent des décisions, que ces décisions s'imposent à la nation tout entière parce que c'était les dignes représentants du peuple. Vu comme cela, je ne comprends pas pourquoi on considère que M. Atangandji a fait de la cacophonie. Il a rappelé que, nous sortons d'une élection présidentielle où ceux qui sont allés aux élections présidentielles ont mis sur la table le débat sur la forme de l'État. Ils ont perdu l'élection présidentielle. M. Biya est le seul à avoir été clair. Il a dit, sachons rester dignes de l'héritage reçu. Reçu de qui? De ceux qui l'ont amené au pouvoir. De ceux qui étaient avant lui, qui ont construit cette nation dont il a la charge de continuer la construction. Vu comme cela, M. Biya est en train de dire qu'il n'a pas reçu de ses prédécesseurs un État fédéral. Et donc, qu'il va conserver l'État unitaire. Et ceux qui ont voulu faire un débat sur la forme de l'État ont eu le loisir pendant des jours et des jours, entre autres 15 jours légalement prévus de campagne électorale, pour dire que s'ils sont élus, ils vont faire qui? Le fédéralisme à 2 régions ou à 2 États, qui le fédéralisme à 10 États. Il y en a qui ne savaient même pas quel type d'État il faut avoir. Tous ont eu la parole. Et je termine. Le peuple camerounais a fait un choix. Il a fait le choix de celui qui dit qu'il va conserver l'État unitaire. Vous ne pouvez donc pas, sauf à considérer que M. Biya, c'est quelqu'un qui s'est dédié. Mais quand j'observe le comportement de M. Biya, que je n'aime pas beaucoup, et que je combatte, parce que je suis de ceux qui pensent qu'il doit se reposer, quand vous observez son comportement, il ne fait rien qui viole les lois. C'est la première de ses qualités, peut-être qu'on peut considérer que c'est son défaut. Donc s'il vous a dit ça, c'est incongru qu'après l'élection, que M. Biya a gagné à cause des mauvais opposants,
que ses opposants remettent sur la table la question de la forme de l'État tous les jours, du 1er au 31, lundi jusqu'à dimanche, tous les jours. Alors qu'on sort de l'élection, le fédéralisme a perdu. Quel est ce pays où les gens vont aux élections, ils perdent et veulent que leur vision soit implémentée par celui qui a gagné. Charlie, sur ce... C'est ça le débat aujourd'hui. Un mot rapidement pour qu'on avance. Rapidement. Charlie, sur cette question justement, tout à l'heure, il y a un extrait de ce discours du président de la République, mais j'ai quasiment envie de vous poser. On sait que la conférence de Fumban, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'était entre il me semble, le 14 et le 22 juillet 1961, quelques mois seulement après que les Nations Unies aient décidé à travers une résolution 1806, j'y arrive, d'entérimer les plébiscites qui avaient amené la partie du Cameroun anglophone à choisir le rattachement au Nigeria ou au Cameroun francophone. Cette conférence de Fumban, c'était finalement sur la forme de l'État, on en parle finalement très peu, mais il y a une disposition de 1984 de la loi qui est jugée anticonstitutionnelle, et c'est peut-être là la question de la forme de l'État qui est remise en cause aujourd'hui. Est-ce que cette disposition était anticonstitutionnelle? Est-ce que le président de la République peut évoquer les sujets tabous, notamment la question du fédéralisme? Doit-il ou peut-il le faire? Non, le président Paul Biya bat sa campagne depuis qu'il est président de la République sur la forme de l'État unitaire décentralisé. Avec la révision de la Constitution, avec la Constitution qui est sortie en 1996, on allait sur la forme de la décentralisation. Aujourd'hui, avec l'élection présidentielle du 7 octobre, il a battu campagne sur cette forme-là. Et ceux qui étaient en face de lui, qui avaient d'autres visions de la forme de l'État, ont perdu. Si aujourd'hui ils sont des mauvais perdants, ils veulent profiter. Comme on dit souvent au quartier, quand il pleut, tout le monde a envie de... Bon, je ne vais pas exprimer le mot, c'est-à-dire que l'occasion fait le larron. Ce n'est pas à Paul Biya aujourd'hui de venir remettre en cause la forme de l'État, alors que lui, il a été élu sur une base, dans son programme, il parle de l'État unitaire décentralisé. Ça, c'est la première chose. Que dira Paul Biya à ces 71% des 6 millions d'inscrits qui lui ont donné l'onction de gouverner le pays? Alors que les Camerounais allaient donc choisir entre ceux qui prônaient le fédéralisme. On ne peut pas vouloir profiter de la crise ou alors de la résolution de la crise dans le Nosso pour venir imposer des idées, parce que ce sera un fourre-tout où chacun viendra dire ce qu'il pense, chacun va dire ce qu'il croit, chacun viendra ajouter et par son carnet d'adresse et par ses relations ce qu'il veut pour être à ce moment-là pris comme un des interlocuteurs. Vous avez quelle qualité pour être interlocuteur? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que mon beau, Jean-Marc, c'est mon beau, et mon père ici en face, en parlant, je suis un jeune, je viens d'un quartier très difficile, qui est Nouvelle. Quand vous voulez faire croire aux gens que quand on roule sur carrosse et qu'on a l'argent, qu'on a les jolies montres, les jolies chaînes comme vous, c'est parce qu'on est forcément détourneur de fonds. Non, vous êtes justement des exemples de ceux qui, par la force du travail, de leur tête et de leurs bras, ont réussi dans la vie et roulent aussi sur le carrosse, roulent dans les grosses voitures, mais qui n'ont pas aussi pour autant détourné. Donc je ne pense pas qu'on va construire une société où on va croire que tout le monde qui a eu l'onction de diriger, c'est-à-dire d'avoir une parcelle du pouvoir public, est un voleur, est un détourneur. C'est sûr que mes deux aînés ici en face de moi ont des sources d'informations qu'ils ont que moi je n'ai pas, mais j'estime aussi à un moment donné que quand on va vers la résolution du conflit, M. Baon-là, aidez le président de la République, j'ai envie de dire votre père, aidez-le à résoudre ce conflit. Et dans l'aide que vous allez apporter à résoudre ce conflit, ce n'est pas en tirant à bout de champ sur ses interlocuteurs, sur ses collaborateurs. Encore que je ne sais pas pourquoi, et je continue de dire, pourquoi est-ce que Antangandi est tant détesté par le monde politique? Je ne comprends pas. Est-ce qu'au Cameroun, on a peur? On n'aime pas ceux qui disent la vérité? Est-ce qu'au Cameroun, on ne veut pas ceux qui disent les choses telles qu'elles sont, les choses brutes? Est-ce qu'au Cameroun, c'est qu'on va vraiment vers le vide? Je me pose des questions. Mais ce que j'ai suivi de lui à France 24, il faut le dire, ce qu'il a dit, c'est qu'on ne discutera pas de la forme du fédéralisme. Le fédéralisme ne sera pas l'ordre du jour. Et c'est ça qui ne plaît pas aux gens qui, eux, veulent le fédéralisme. Et c'est ce qu'Antangandi a dit. Et ce qu'Antangandi a dit, c'est ce que son patron, Paul Biya, dit. Pas de fédéralisme. Mais si le Premier ministre a dit, on va discuter de tout,
sauf de la forme de l'État, les gens, sauf l'association, les gens ont compris autre chose. Donc, M. Sanjo, nous sommes résolument tournés vers la résolution du conflit. Et nous, en tant qu'acteurs politiques dans le RDPC, parti à majorité au pouvoir, nous suivons scrupuleusement la tendance et nous préparons le terrain pour reprendre les 180 sièges de l'Assemblée pour continuer à mettre sur pied l'État unitaire décentralisé. Docteur Zak, sur cette question du dialogue inclusif, finalement, on a deux préoccupations. La première préoccupation, c'est qui seront les interlocuteurs qui on aura en face. L'État semble avoir défini à travers le discours du président de la République, rappelé par Elimbi Lobé, le cadre légal et institutionnel dans lequel un dialogue est possible. Qui sera l'interlocuteur et qui peut être le facilitateur? Faisons constater dès à présent qu'on est tous dans le cadre de la recherche d'une paix durable. Et dans ce contexte-là, il n'est pas bon de diffuser permanemment des discours séparatistes. Parce qu'il faut éviter de radicaliser les gens d'un côté comme de l'autre. C'est pas bien. Quand on parle de dialogue, c'est une sorte de communion, c'est une sorte d'échange. Maintenant, je ne sais pas. Ceux qui veulent parler au nom du président de la République, je ne sais pas si le président de la République leur a dit de discriminer ses paroles, ses discours, son point de vue, je ne sais pas. Parce que quand le Premier ministre parle, il dit on est prêt à dialoguer, mais la séparation n'est pas à l'ordre du jour. Je ne sais pas qui a dit aux gens que le fédéralisme, c'est la séparation. Je n'ai jamais compris ça. Même la constitution du Cameroun est claire. L'article 64, il y a une confusion jusqu'à aujourd'hui. L'article 64 de la constitution du Cameroun dit que si on veut modifier la constitution, qu'on ne touche pas à la forme républicaine de l'État. On a parlé de la forme républicaine de l'État et non pas de la forme ordinaire qui peut être l'État unitaire, l'État fédéral, bon, ou la confédération d'États qui n'est même plus d'actualité. Donc il n'y a pas la question de la sécession sur la table, mais pour les autres éléments, je ne pense pas que le président est discriminé. Et s'il veut discriminer, c'est à lui d'en décider. Et je pense que la démarche employée par le Premier ministre est récente. Ce n'est pas une ancienne démarche, puisqu'on sait que les positions ont évolué entre-temps. Donc il faut prendre cela en considération. Maintenant, le dialogue avec qui? On peut dialoguer avec tout le monde. Ce n'est pas exclu. Dialogue ne veut pas dire accepter. Dialoguer veut dire que les gens viennent avec ce qu'ils pensent, ils mettent sur la table. Mais si on n'est pas d'accord avec eux, on n'est pas d'accord avec eux. Ce ne sont pas eux qui vont imposer. C'est un débat, c'est une discussion, ce sont des échanges. Et donc, à l'issue de cet échange-là, on peut arriver à un consensus. D'ailleurs, il y a un précédent. Vous savez bien que devant le Conseil constitutionnel, les gens ont plaidé de toutes les manières. Hein? Mais à la fin, le président du Conseil constitutionnel a rendu une décision constatant la victoire du président actuel. Pourtant, vous avez vu que tout le monde s'est exprimé. Les gens ont sorti ce qu'ils avaient dans leur cœur. Donc, il ne faut pas empêcher aux gens de s'exprimer. Il est bien qu'ils parlent tous. Et puis, après avoir parlé, vous allez voir que les cœurs seront plus tendres. Maintenant, qu'est-ce qui est bon pour l'ensemble des Camerounais? Voilà ce qu'il faut regarder. Et le choix du président de la République, qui a été celui de la décentralisation, vous savez que les textes sont là depuis. Il y a un problème d'implémentation. Et le plus inquiétant, c'est qu'on a une somme de discours, vous voyez un peu, qui se développe et qui tendent à remettre un peu en cause le choix qui a été fait. C'est-à-dire qu'on dit décentralisation, on multiplie les institutions, les textes sont de plus en plus abondants, mais il faut aller sur le terrain. Or, sur le terrain, ce qu'on demande, c'est l'effectivité. Donc, il y a des choses à faire. Moi, je pense que en 6 mois, si le président le veut, on rend la décentralisation effective. Mais il y a des actes à poser. Pour cela, je sors par là. Oui. Par exemple, 2 choses. Ce sont les élus locaux qui sont sur le terrain. Pourquoi le président de la République ne convoque pas l'ensemble des maires et des délégués du gouvernement pour leur parler directement, avec fermeté? Parce qu'en fait, c'est son choix. Vous comprenez? C'est lui qui a fait le choix de la décentralisation. Donc, il faut qu'il s'adresse à ces acteurs
du terrain de manière ferme. Maintenant qu'il décide, par exemple, c'est des patins, avec une ordonnance, on peut bien modifier la loi de finances, peut-être, d'augmenter la dotation générale de la décentralisation et veiller donc à ce que ces élus locaux fassent concrètement leur travail sur le terrain. Si on voit les choses commencer à bouger, le discours selon lequel vous nous parlez de décentralisation, on ne voit rien, va commencer à changer. Docteur Jean-Gilbert Baola, le président de la République, Paul Biya, est visiblement la clé de voûte de la solution au problème. A-t-il le courage politique d'aller jusqu'au bout? Mon sourire, c'est d'accompagner les réunions associatives avant le débat public. Ce pays est un pays caramel. Hein. Je suis désolé. Je suis associé ce matin à une messe estudiantine qui dit qu'il faut tout pardonner. La lutte contre la corruption doit s'arrêter. On ne doit pas parler des collaborateurs du chef de l'État. C'est un choix nuptial d'être Premier ministre. On accompagne le chef d'État dans la démence de détournement de la foncière à Douala, par exemple, parce que je connais les gens du RDPC qui sont assis sur les biens publics, et je les dénonce tous les jours. Ils ont perdu les crédits auprès des banques, il ne faut pas en parler. C'est le RDPC qui est l'entreprise ou l'entrepôt de malfrats. Moi, je continue, même si Paul Biya démissionne. Je suis dans mon pays. Je suis en droit de protéger le patrimoine. Même si la décision aujourd'hui du président de la République est de dire, M. Baon, encore, je veux lui dire, monsieur le président de la République, j'en ai le droit. Vous ne pouvez pas me dire de ne pas protéger mon patrimoine. Et s'il y a des malfrats qui sont dans votre entreprise politique, je vais les combattre. Je lui dis dans mes... Je ne parle pas de père, je parle d'une institution. Quel genre arrête un peu ça? Quel est ce collège de bandits qui veut l'animer? On parle d'un cas concret. Il y a ce qu'on appelle des foyers d'hostilité qui sont dans certaines régions. On a nos frères qui tombent, l'armée qui prend un coup, les enfants qu'on tue. Les gens viennent dire pardon, veut dire oublier la lutte contre la corruption. Dès que monsieur, l'analphabétisme doit s'installer du côté du Minat, parce qu'on est entré par la fenêtre. On doit pas faire la traçabilité historique, scientifique ou même statutaire de l'individu. Attention, si on en parle, c'est très grave parce qu'il s'appelle Atangandji. Je dis en plein micro, Atangandji, entre guillemets, est un bandit. J'assume. Maintenant, ceux qui attendaient que le collège, le Conseil national de sécurité existe, je vous mets en défi ici. Si quelqu'un peut me donner la ligne budgétaire qui a été votée depuis qu'il a été secrétaire de conseil, je ne sais pas, de conseil sécuritaire. Je connais qu'il y a des plates-bandes qui sont parties en performance, et il est allé du côté de la fin, il a fait un budget de près de 187 milliards. Le chef d'État lui a dit vraiment, l'histoire là est très compliquée, mon fils. Et c'est pour cela qu'il est au Minat pour la prison centrale, pour les histoires de Campost. Et on va en parler. C'est l'argent des contribuables. Qui est en prison? Il ira, j'ai dit. Il ira. Il ira. Donc, il est déjà en route. Ah, ok. D'accord. Que le vote sur la crise, une fois que cela a été dit. Oui. Et la solution, le chef de l'État interpelle tous les Camerounais. Oui. Chacun à son niveau. Et chacun doit apporter une expertise. Vous avez compris? Et comme les Goujila du RDPC sont cachés, 90%, je veux le dire aujourd'hui, les opérateurs économiques du RDPC sont des voleurs. Je n'habille rien. J'ai des dossiers pour. On ne peut pas continuer à instrumentaliser la nation. Parce que maintenant, on demande que Paul Biya soit l'arbitre. Mais c'est le même Paul Biya qu'on a dit en 2011 qu'il devait partir. C'est le même Paul Biya qu'on a dit qu'il est vieux. Quelqu'un a dit ici, je ne suis pas d'accord parce qu'il doit déposer les armes. Mais au même moment, on demande son arbitrage. Je crois que c'est une contradiction. C'est pas normal. Vous dites que quelqu'un ne peut pas. Mais au même moment, vous demandez son expertise. Non, non, dit qu'il peut. Non, moi j'ai suivi. Je n'ai pas dit ticket. J'ai suivi. Donc, mais alors, l'expertise sollicitée, où le peuple, la diaspora sera écartée, le Bayam Selam sera écarté dans cette diatribe du dialogue, et il y a des experts qui viendront comme Frundi, qui nous doit un peu d'argent du côté de Cameroun Bank, qui a mangé de l'argent du contribuable à travers j'appelle ça, les ordonnances payées par l'État du Cameroun, à travers sa défunte épouse. Personne n'a le droit d'en parler. Pardon, nous ne parlons pas de Unique Bank, qui est installé dans un immeuble de l'État. Au lieu dit Baminda, beaucoup sont partis en 97. J'espère que le président avait vu Unique Bank installé dans l'immeuble de M. Frundi, qui a détourné le bien public, qui ne lui appartient pas.
Est-ce qu'on peut fonctionner comme ça? Nous ne pouvons pas avancer. Vous ne pouvez pas parler d'un premier sénateur qui fait dans les écalutus publics, qui ne paye même pas les droits domaniales. De Magnon. Je vous l'ai dit, le prétendu, je vous l'ai dit, non, il est effectif. Ça veut dire que Niat ni Benji. Vous avez compris? Je ne viendrai jamais faire la langue de bois pour qu'on m'incruste dans... C'est le fils de Paul Biya. Je suis d'abord Camerounais. Je parle Cameroun et je suis Cameroun d'abord. Que les gens arrêtent. La solution, ce n'est pas Paul Biya seul. C'est nous tous. On doit se mettre ensemble, identifier les gens qui sont en face, que j'appelle les invisibles. Le sécessionnisme n'est pas le potentiel politique. Le sécessionnisme, c'est ce qu'on appelle une pensée scientifique sur le plan politique qui peut être adaptée ou non. Ça dépend de la période. Mais si on estime que on va écarter un certain nombre de personnes et que Tangandji est allé faire malaise de l'autre côté, peut-être il ne comprend pas bien la théorie française. J'espère que vous qui êtes très proche de lui, vous allez lui dire de changer de cellule de communication. Non, je voulais simplement dire, je voulais m'amuser pour dire que je sais beaucoup de gens, parce que moi je suis souvent en bas du Minat, je suis à côté d'une voiture cachée et j'ai mes caméras cachées, je filme les gens qui montent, qui descendent. Et quand je veux demander, on me dit que c'était le pointage. Je suis le secrétaire particulier de Tangandji et je veux sortir les noms. Je n'aime pas les gens qui me dérangent. J'espère que ça serait la bonne liste que je veux sortir. Donc il faut, globalement, il faut, vous aviez dit tout à l'heure... J'en viens. Oui, allez-y. Tout le temps quand je parle... Non, mais c'est pas... Non, au contraire. Au contraire, il est tellement pertinent vos propos que je voudrais simplement qu'on avance, sinon on ne va pas écumer tous les sujets. Je voulais le dire ici. Il ne faut pas qu'on accepte un Premier ministre qui n'a pas la même mise sur la politique du renouveau. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a 4 mois, il ne peut pas me présenter un bilan. D'accord? En 4 mois, on a un bilan, ça veut dire qu'on a un projet, un programme. On dit voici ce qu'on va faire. Quand on est nommé, on n'est pas nommé pour attendre les instructions. On est aussi nommé pour faire des propositions. Votre Premier ministre, parce qu'il n'est pas le mien, je sais d'où il sort, laissez-moi parler. Non, je veux il est votre mien, donc c'est un peu ça. Son directeur de cabinet conflictuel, qui est un agent de renseignement à la place d'un administrateur, l'ancien préfet de Tchang, j'insiste, qui est très proche d'Tangandji. En ce moment, je vous donne une petite information. Tangandji est en mauvais terme avec celui qui l'a présenté, parce qu'il se disait, après lui, c'est lui qui sera Premier ministre. Mais dans les couloirs de la discussion, ça ne va plus. C'est pour cela qu'il a couru très vite aller dire, comme vous voyez là, je ne suis pas avec lui. L'histoire des mers, l'histoire des mers, s'il vous plaît, je chute. L'histoire des mers, j'ai suivi tout à l'heure. Pardon. Le docteur. Oui, une concertation avec les maires dans le but. Avec les maires. Bayam de 6e. J'espère. Yuki Unana est à la passe du TCS. Vous comprenez à peu près. Parce qu'il est marché à la RMP. Ça surplombe déjà sur la flotte. Et c'est le même premier magistrat qui donne instruction au magistrat de siège pour lui dire, monsieur, mettez la loi en application. Donc, je ne voulais pas parler de Yaoundé 4e, là où on dépose l'argent dans les banques à minuit quand les gens sont morts. C'est pas bon. On va avancer, Georges Gilbert Barola, on est pris par le temps, on est pris par le temps, on monopolise malheureusement, je ne monopolise rien, je ne monopolise rien, heureusement vous n'avez pas eu la deuxième, pour le moment, je chute, en quelques secondes, sinon malheureusement cette émission ressemblera à un monologue. Je ne tourne pas, je veux donner les détails, les gars de la diaspora, les gars, ils veulent savoir comment le président du parti républicain, tu ne fais des détails, monstre contre les anciens du SDF. Oui, mais ce n'est pas là l'objet de l'émission. Sinon, on va faire une autre émission. Je vous l'ai dit. Permettez que j'avance en un mot, parce que malheureusement, cette émission, on est obligé d'avancer. Vous me coupez, je prends à témoin les téléspectateurs que vous me coupez à tout moment. Vous allez chuter. Je voudrais qu'on prenne la deuxième thématique. Vous avez un temps de parole plus élevé que le nôtre. J'ai chuté, s'il vous plaît. Non, vous allez chuter, permettez, docteur. Sinon, on ne peut pas avancer. Je voudrais rapidement qu'on avance. La deuxième thématique de cette émission, rapidement, vous allez chuter tout à l'heure. On prend la deuxième thématique rapidement parce qu'on est pris par le temps, docteur Georges Gilbert. Bon, là, on a aussi des impératifs. Il faut respecter le format de l'émission. Je voudrais qu'on dise un mot rapidement sur le conseil de cabinet qui s'est achevé. Très rapidement, vraiment, on va dire un mot là-dessus. Et c'est peut-être par vous qu'on va débuter
pendant Jean-Marc Ngoss, 2 résolutions ou alors 2 décisions filtrées au terme de cette rencontre. On parle de la question de la relance de la Camerco. Sur cette question, je vais vous relancer. Et sur la question de la création d'une usine de bitume. Vraiment, en un mot, vous déjà, comment vous avez perçu ces principales résolutions? D'abord, la Camerco, c'est un vieux dossier, c'est un vieux problème. Il y a un plan de relance de cette compagnie nationale aérienne qui a été mise sur pied. L'entreprise ploie sur une dette de 35 milliards de francs CFA, 3 aéronefs tout au plus. On parle également de ce plan de relance qui avait été mis sur pied par Boeing Consulting, qui était le cabinet d'experts commis par l'État du Cameroun en vue de viabiliser cette compagnie, et avait donc proposé, en l'occurrence, l'achat de 14 nouveaux aéronefs pour densifier la flotte de la dite compagnie, un réseau de 24 destinations, entre autres pour remplir convenablement les différents avions de la principale compagnie nationale aérienne. D'ailleurs, est-ce que vous êtes inquiet de la situation dans laquelle se trouve la compagnie nationale aérienne? C'est pas tant ça qui m'inquiète. Une nation n'est pas une sorte de machine automatique qui roule, qui tourne parce qu'on l'a mise en marche un jour. Ce sont des hommes qui portent la nation. Et ce qui m'inquiète, c'est tous ceux qui animent la vie de la nation. Déjà, je vais préciser à mon jeune frère, le président Zan, que j'ai une réflexion, que le jeu politique n'est pas une romance, c'est pas un jeu d'amour. Autrement dit, le plus amoureux sera les affaires. C'est pas un concours de mode, autrement dit, le plus galant sera la tête de l'État. C'est pas un concours de beauté, autrement dit, le plus beau sera la tête de l'État. C'est une approche stratégique et je dirais mystique. Parce que la vie à 80% mystique et à 20%, je tenais à le préciser à ma famille. Alors, à l'endroit de mon co-panéliste, j'ai été interloqué, stomaqué même, devrais-je dire, à sa sortie de tout à l'heure. Parce que là, dans tout le jeu, j'ai envie de saisir M. Zang pour dire, et à vous, vous m'avez dit que vous avez invité un représentant de RDPC. En réalité, c'était bien le représentant de RDPC. M. Zang donnait toute la carte à M. Limé. Parce que quand je l'écoute, je vois carrément en RDPC ce qu'il dit en son nom. Alors, je dis, pourquoi je l'interpelle? Parce qu'il a dit des choses, à mon sens, que je peux taxer d'incongruité. Incongruité à plus d'un titre. Déjà, je vais lui rappeler qu'il y a 1 an et demi, il a fait un post sur Facebook où il a dit qu'il s'est rendu à Yaoundé dans le cadre de ses concertations politiques, rencontrer l'éminentissime professeur Kamto et qu'il a été reçu par le professeur Alain Faugué qui a calé un rendez-vous, il rencontrera le grand professeur Kamto dans les jours qui suivront. Nous étions en 1997. Alors, je parle de monsieur Limé. Okay. Il a dit tout à l'heure, la forme de l'État est non négociable, le président n'a jamais piétiné la loi. Il me pousse à bout, parce que dans ma démarche politique, je veux être cohérent. On ne fait pas le procès des aînés. David n'a pas combattu Saül. Le président Bongo me disait, Jean-Marc, si tu veux achever l'autorité, tu dois savoir que le premier paramètre à l'autorité est la soumission à l'autorité. Le respect des gênés. Quel Bongo? Le président Omar Bongo. Le père. C'est resté là-dedans. C'est pour ça que le chef de l'État, je ne dirai jamais du mal de lui, je n'ai pas peur de lui, je le respecte. C'est tout. Alors, quand il me dit le respect de la loi et qu'en 2009-2008, on a modifié la loi fondamentale, on l'a touché pour lui permettre de se représenter ad vitam aeternam, la loi ne le disait pas. La loi, ok. Aujourd'hui, on parle de décentralisation. Mon frère Abel, décentralisation, c'est donner la chèvre au peuple et tenir la corde. Vous savez pourquoi, monsieur Yves Sanjo? Délégation du gouvernement. Ça existe où? Le délégué du gouvernement fait quoi dans la décentralisation? Non, mais dites-moi, je ne veux pas être con, je ne veux pas mourir bête. Le délégué du gouvernement fait quoi quand on parle de décentralisation? C'est la même mise de l'État, en réalité. C'est-à-dire qu'on donne à gauche et on tient à droite. C'est incongru. De Gaulle disait, aucun intérêt, aucune vie, fut-elle celle d'un homme d'État, ne doit être évoquée quand il s'agit des intérêts de la vie d'une nation. L'interdiction des marches aujourd'hui aux Champs-Élysées, avec les gilets rouges, gilets jaunes, excusez-moi, tant pour moi, je me suis emporté, est la preuve que la construction d'une nation
est une donnée permanente qui doit se renouveler. Aujourd'hui, il est interdit de marcher en France cagoulé. Mais liberté, égalité, fraternité, ça allait où? Si on avait interdit une marche au Cameroun, les gens allaient crier sur tous les toits. Mais c'est en France. Qui nous disait, eux nous disaient, sont les modèles de liberté. Il y a problème. Quand on parle d'appliquer la loi, les régionales sont où de 96 à 2019? Ça fait 20 combien d'années, je sais pas moi? 23 ans, c'est ça? Où sont les régionales depuis? Donc, je tenais à le préciser pour dire, la situation du pays est critique. Et s'il faut, mon cher Abel, tout remettre à plat pour que les Camerounais se regardent en frères, s'il faut tout remettre à plat pour que les Camerounais s'embrassent, il n'y a pas de tabou. Alors, il n'y a pas de tabou. Maintenant, pour revenir à ce que vous parlez du conseil de cabinet. En deux mots, hein, en deux mots. La Cameco est revenue. C'est un sujet qui parlé des routes tout à l'heure. Je parlais des routes et du bitume puisqu'on va faire un an pour avancer. La question du bitume, dit-on, pour réduire les coûts des infrastructures routières au Cameroun, c'est une urgence. La question de la Cameco en un mot. Monsieur Yves Sanjo, c'est un petit. Monsieur Yves Sanjo. Allez-y. Je voulais dire que vous parlez de bitume. Oui. Le bitume intervient à 60% dans la construction du groupe. Tout à fait. Et c'est un dérivé du pétrole. Hein. Je passe sous le contrôle de Georges Gilbert Baoulé. Oui, c'est ce que je suis en train d'élaborer. Le bitume est une dérivée du pétrole. Oui. Nous avons le pétrole en sol. Seulement, on a donné la licence d'exploitation exclusive à un marketeur qu'on appelle la Total. On parle des routes. On a besoin du Grand Noir. D'accord? Oui. Seulement, on donne la licence exclusive à un constructeur de route qu'on appelle Razel. Qui a comment on appelle le truc de la carrière de Komtou et celle de Lobadjek. C'est-à-dire, c'est eux qui fournissent les là. Ils apportent tous les intrants qu'on trouve au Cameroun. Et c'est eux qui fixent le prix. Quand vous avez le kilomètre de route qui tourne aussi aux alentours de 100, de 3, 4 à 5 milliards. Attendez, on est où là? Ah là, Simalène, Yaoundé, 12 km de route, 196 milliards. Faites la division. Écoutez, il faut qu'on soit sérieux. Est-ce que c'est possible une telle unité pendant Jean-Marc Ngoz, est-ce que c'est possible de mettre sur pied une telle unité? Monsieur Yves Sanjo, le régime actuel à la fin de règne, le chef de l'État dit en 2013, ils ont échoué. On ne peut plus rien attendre d'eux. Ils ont donné le meilleur d'eux. Tout ce qu'on fait, c'est affûter les armes pour finir la stratégie, pour assumer la relève. Tout le reste, là, c'est le folklore. Abel Elimbi, sur la question, sur cette assise-là, évidemment, la question de la réhabilitation des routes est revenue avec, évidemment, ces deux exposés du ministre Sani Joulissi et puis du ministre en charge des transports, Jean-Adès Nassemanga de BBR. D'abord, est-ce que vous avez été quand même surpris par les instructions du Premier ministre sur la relance de la Cameco, une compagnie qui aujourd'hui traverse une période de crise aiguë, pratiquement depuis sa mise en exploitation? Et la question justement du bitume, on sait que c'est un matériau qui était un produit dérivé du pétrole. Le pendant l'a clairement indiqué, le Cameroun est un pays producteur de pétrole, c'est un peu plus facile. Mais est-ce qu'une telle unité peut faire avancer les choses en termes de réhabilitation des routes? Vous savez, pour réussir ce genre de choses, il faut avoir la technologie. Quand vous ne connaissez pas comment déjà on fabrique tout ça, et que vous croyez que vous allez acheter une unité, ça peut ne pas faire avancer beaucoup les choses. On a acheté des unités pour fabriquer du ciment, il n'est pas bon marché. Donc le problème n'est pas là. Le problème sera peut-être que le goudron sera disponible à tout moment. Bon, mais est-ce qu'on va l'acheter moins cher? Ça, c'est une autre équation. C'est une bonne nouvelle d'apprendre que le gouvernement a décidé, le Premier ministre a décidé d'accompagner les efforts du nouveau directeur général dans la relance de la CAMER. Moi, ça me plaît d'entendre ça. Parce que le nouveau directeur général s'est retrouvé un peu seul. Alors qu'il avait amorcé de grands efforts pour que la compagnie reprenne son envol et qu'elle commençait à gagner timidement de l'argent, améliorer un tant soit peu le nombre de passagers transportés. Il fallait donc accompagner ça. Et il y a des dispositions du président de la République qui ont été prises depuis l'époque de M. Nana
pour que l'État donne, je crois, quelque chose comme 25 milliards de francs à la CAMER. Évidemment, dans la cacophonie gouvernementale qui caractérise la mauvaise gouvernance que les uns et les autres décrivent avec beaucoup d'émotion, il se trouve que certains acteurs au premier plan qui avaient des projets de création d'entreprises parallèles, la Camra, Inc., tout ça, n'ont pas favorisé que les décaissements en faveur de la CAMER soient faits et à temps. Donc ils traînent, et ça a joué finalement sur la capacité de la CAMER à faire réparer les moteurs et tout ça. Bon, maintenant, si le Premier ministre a la capacité à mettre le ministre des Finances A-t-il réellement cette capacité? C'est peut-être là la question, Abel Elie. Ben, je ne préjuge de rien, j'attends de voir. Peut-il impulser vraiment une dynamique dans ces deux secteurs? Je ne préjuge de rien. Moi, j'ai déjà 40 ans enfin plus d'une trentaine d'années de vie politique de l'opposition. Je ne m'intéresse plus aux annonces spectaculaires. Tout le monde sait que le Cameroun est mal gouverné. Quand je viens sur un plateau de télévision, ce n'est pas pour démontrer qu'il est mal gouverné. C'est pour démontrer comment on peut en sortir. Donc les annonces spectaculaires qui mettent en cause des individus, c'est la vieille recette qui ne nous sert plus à rien. Ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas que nous confondions des actes politiques critiquables avec l'illégalité. C'est deux choses très différentes. L'illégalité est tout autant critiquable. Mais un acte politique critiquable peut être légal. Quand le président change la Constitution, il change la Constitution conformément à un mécanisme légal. Même si ça ne nous plaît pas. C'est légal. Il devait s'arrêter après 14 ans. Il fait de la roubladise politique. Ça, c'est mauvais politiquement. Mais légalement, ça se fait. Donc, quand je vous dis que le président a ce doigté particulier... Légalement, on peut aussi ramener le fédéralisme. Non, attendez, je ne sais pas pourquoi vous me prêtez la voix. Si le président... J'assume ce que je dis. Monsieur Ngo, si le président pose un acte illégal, vous portez plainte. Non, on n'en est pas là. Non, attendez. Si vous avez l'intime conviction... Si vous avez l'intime conviction... Je vous invite à ne pas rouler les Camerounais dans la farine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Camerounais ne s'engagent pas derrière les hommes politiques parce qu'ils vous soupçonnent à tous les coups. J'attendais que vous soyez candidat aux élections présidentielles comme vous l'avez annoncé. Vous ne l'avez pas été. Je n'ai jamais dit que je serais candidat. Permettez-moi de... Vous m'avez coupé, vous me Un bon leader ne mène pas des batailles perdues. Non, mais il faut que je commence à vous arrêter quand vous... Non, mais écoutez, même par décence, je vous ai laissé dire tout ce que vous avez eu à dire. Allez-y. Ouais, c'est ça qui fait de vous des mauvais hommes politiques. Non, mais, vous n'aimez pas la contradiction. Vous êtes très bon homme politique. Moi, je suis mieux que vous. D'abord, j'ai été élu, vous l'avez jamais été. Deuxièmement, je veux aller à l'essentiel. Oui, mais laissez que je termine. On a commencé à accuser des minutes de retard et malheureusement, on nous indique déjà qu'on va sortir. Je termine. Sortez en un mot pour qu'on termine cette émission, malheureusement. En un mot, il ne faut pas que les gens soient incapables d'assumer des positions politiques. Je vous dis que le président vous dit que si dialogue il y a, ça doit s'inscrire dans un cadre légal. L'un des cadres légaux que les gens ne connaissent peut-être pas et qui gagnerait à apprendre, c'est que le Parlement a la capacité légale, de par son règlement intérieur, de consulter. Et donc, si le dialogue se déroule au Parlement, c'est-à-dire qu'il est fait par les députés, les sénateurs, eux, ils peuvent consulter tout le monde. On peut donc faire défiler tout le monde au Parlement. Mais ça ne fait pas de vous des interlocuteurs dans le dialogue. Donc, je suis de ceux qui pensent que, à l'orée d'un grand débat national, qui certainement ne se fera que dans le cadre républicain, il est important pour ceux qui veulent y participer et qui veulent porter des voix bien spécifiques
d'envisager d'aller se faire élire comme député. Abel, Pour être légitime de cette émission. Et que ce qu'on fera à l'Assemblée demain je vais rapidement demander à la réalisation expressement, si la réalisation nous le permet, de nous accorder, je vous en prie, 10 minutes maximum pour permettre aux trois invités rapidement de dire un mot. 10 minutes, vraiment c'est une doléance. Rapidement, en un mot sur cette affaire, en un mot. Vraiment en un mot, malheureusement. En un mot, malheureusement. Oui, sur ces prescriptions-là. Oui, les prescriptions vont marcher. Oui. À ce qui concerne les problèmes de route, il y a eu une réunion entre la CONAROUTE et le Premier ministère. Construction des usines de compressage, construction d'une usine de bitume. L'argent est déjà disponible. En deux, pour la Camerco, il y a un seul commandant de bord actuellement pour 2 MA60. Bizarrement, ce sont les avions chinois qui fonctionnent. Il n'y a qu'un seul qui fonctionne. Oui. Il faut un deuxième commandant de bord. Deux, il y a 2 avions qui ont été loués, un Dreamliner et un 737, oui, pour suppléer le manque d'avions qu'il y a actuellement. Le JA est en Éthiopie. Donc on vous a retenu, ça va marcher. Ça va marcher. Attends, ça va marcher. Je voulais expliquer. En un mot, on n'a pas le temps d'expliquer en un mot rapidement pour que le. Et puis c'est 10 000 millions EDPC, ça nous fera beaucoup plaisir. Très bien. Vous m'attendrez bien longtemps. C'est un bon recrue. En un mot, comme Jean-Marc Goss, comme Dr. Bambara. Vous m'attendrez longtemps. Je pense qu'ici, on a toujours des bonnes idées. Les idées ne manquent pas. Et maintenant, leur implémentation. Or, le docteur Bangla relevait tout à l'heure qu'on a un problème de qualité d'eau. Donc, il y a un problème de qualité d'homme, et puis il y a un problème de stratégie de gouvernance. Il faut revoir la qualité d'homme. Docteur Gilbert Baola, rapidement. Oui, non, en un seul mot. D'abord, je suis très surpris que le tout nouveau Premier ministre vienne avec un chronogramme de Gombo. J'ai ses amis qui l'ont saisi pour qu'il valide les Gombos de la route et de la Camer. Et Dikoum Ernest, je vous mets en défi, il est à la prison du Noubel. Parce qu'il a posé des actes, je dis il ira. Parce qu'il posait des actes qui ne croyaient pas qu'il est supporté par le SGPRC, Ngongo, qui est un petit frère. Je le lui dis et je le mets en défi. L'argent que tu attends de Moutazé ne sortira pas. Parce que tu n'as pas le certificat de gestion de ce qu'on appelle la flotte aérienne en tant que directeur général. Oui, mais alors pourquoi le président de la République le met là? Non, mais écoutez, vous êtes on ne peut pas vous laisser dire tout ce que vous voulez dire. Dites-nous que le président de la République est mauvais. Le président de la République ne peut pas mettre à la tête de la Camer quelqu'un que vous savez être un bandit. Ne peut pas payer un Vous êtes le seul pays au Cameroun, au monde où je le dis et on dit qu'un ministre est un bandit. Addis Abeba, je dis à Addis Abeba, il a voulu vendre la flotte. Une flotte qui a été cannulée par ses petits amis, qui est actuellement à Addis Abeba. Je le dis, Ernest Dikoum, il a en prison. C'est un mauvais manager. Voilà. Un mauvais manager, mais qui faisait gagner de l'argent à votre entreprise qui n'en gagnait pas. Mais je n'ai pas besoin d'être en troupe. Charles Elizanzan, vous étiez là pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci d'être venu. Docteur Isaac Issame, merci également d'être venu. Docteur Georges-Gilbert Baola, c'est toujours comme ça lorsque vous êtes sur un plateau. Merci, vous êtes le président du Parti républicain. Et 1000 fois merci au Pondol Jean-Marc Ngoss du Parti PEA 48. Merci d'être venu. Vous avez constaté qu'on a essayé de relever le pari d'avoir quelques cadres de la scène politique ce dimanche. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.